Nous vous proposons d'écouter dans un instant l'historien et théoricien de l'art Paul-Bernard Nourreau, qui enseigne au département art de l'Université Aix-Marseille et écrit dans les revues Marge, Tracé, Studiolo et le journal en ligne En attendant Nado. Il était invité à la librairie Ombre Blanche vendredi 23 janvier 2026 à l'occasion de la parution de son ouvrage à l'Atelier contemporain, Une histoire de l'art après Auschwitz, en dialogue avec Christian Thorel. Voilà, merci pour votre présence ce soir à 17h, à un horaire un peu particulier, mais il y a des choses qui nous attendent, qui vont être formidables à 20h, donc nous aurons le temps de faire une pause entre 19 et 20. Voilà, donc cette rencontre qui va suivre avec Paul-Bernard Nourreau, je l'avais prévue pratiquement dès la parution du premier de ces 3 volumes aux éditions de l'Atelier contemporain, maison que je remercie vivement pour tous les risques qu'elle prend en général et en particulier pour ce formidable livre en quand même 3 volumes de plus de 600 pages. C'est une performance éditoriale. Il faut bien reconnaître qu'il n'y a guère que cette maison à Strasbourg qui fasse autant d'efforts pour aujourd'hui l'histoire de l'art et les écrits sur l'art et l'esthétique et la théorie de l'art. Voilà. Lorsque Christophe Grifty et Dorian Astor m'ont proposé d'accompagner la création à Toulouse de l'opéra de Mstislav Weinberg, La Passagère. Voilà, il m'a semblé évident que c'était le moment d'accueillir l'auteur de l'histoire de l'art d'après Auschwitz. Nous allons en parler rapidement. Et j'ai proposé aussi au musée de la Résistance et de la Déportation, le musée départemental, de s'associer à nous à l'Opéra du Capitole au Théâtre du Capitole pour présenter ces travaux de Paul, et puis également la semaine prochaine d'ailleurs d'un romancier, Daniel Morvan. Ils nous recevront dans la même occasion et avec le musée, Daniel Morvan, le jeudi 29. Voilà, la première de l'opéra, c'est tout à l'heure, mais je vais peut-être d'abord laisser à la directrice du musée dire quelques mots, et puis à Christophe Grifty de dire les raisons pour lesquelles il a pris cette formidable décision de montrer, d'avoir quelques représentations de La Passagère de Weinberg. Oui, quelques mots rapides. D'abord pour vous remercier, Christian, pour le partenariat toujours très riche entre Ombre Blanche et le musée. Ombre Blanche était au musée il y a 2 jours seulement. Et alors évidemment, c'est un sujet au musée qui est au cœur de nos préoccupations. Et pour preuve, je vais juste citer 2 temps forts que je vous invite d'ores et déjà à noter dans vos agendas, à savoir déjà dimanche à 17h, on accueille la compagnie Vindaval pour un spectacle Je reviens d'Auschwitz. En fait, lecture et danse, 17h au musée, sur le sujet justement du retour des camps, comment on arrive comment on parvient à survivre au camp ou non. Et c'est aussi précisément le sujet de notre prochaine exposition qui ouvrira début juillet, Survivre à Auschwitz. Vous voyez, on est complètement dans le thème. Exposition avec comme commissaire Tal Brutmann, le grand historien spécialiste de la Shoah. Et c'est une exposition qui montrera le parcours de 15 déportés qui ont survécu, qui sont revenus d'Auschwitz. Et elle pose justement cette question-là. Comment on survit? Est-ce qu'on survit? Quelle mémoire on retient d'Auschwitz? Comment on parle? Comment on ne parle plus? Etc. Voilà, en 2 mots. C'est bon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, pourquoi j'ai souhaité programmer La Passagère de Weinberg? Alors bon, c'est mon histoire avec Weinberg, une histoire de mélomane, c'est-à-dire que j'ai toujours admiré. Je pense que ma connaissance de Weinberg est venue par Gidon Kremer, le grand violoniste russe, et j'ai toujours suivi la discographie de Gidon Kremer avec beaucoup de passion, parce que c'est un interprète hors norme, et surtout il a beaucoup joué la musique du XXe siècle russe et de ce qui était avant tout l'empire soviétique, pas seulement
l'URSS, pardon, et pas seulement la Russie d'aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que quand Kremer a enregistré les œuvres de Weinberg, j'ai tout de suite été frappé par la splendeur de cette musique, par la beauté de cette musique. On sait que Weinberg était très proche de Shostakovich, mais la musique a une personnalité tout à fait distincte, même si elle est du même siècle, même si elle est du même fleuve en quelque sorte. Et ensuite, j'ai pu découvrir à Vienne, il y a une dizaine d'années, au Théâtre an der Wien, La Passagère, sur donc ce sujet quand même tellement inimaginable sur scène que sont les camps de concentration, et traité par le biais très cinématographique du flashback, puisque l'opéra se passe à la fois donc en 1960, disons, sur un paquebot de croisière et dans le camp à Auschwitz en pleine guerre. Et évidemment, quand j'ai découvert l'opéra sur scène, j'ai été bouleversé, et puis j'ai été ébloui par à la fois la partition et puis par cet objet, parce qu'il y a beaucoup d'opéras qui parlent en quelque sorte de la Deuxième Guerre mondiale et de la tragédie de la guerre, mais ils le font ils ne le font pas de manière frontale. C'est Peter Grimes ou le viol de Lucrèce de Britten, c'est le dialogue des Carmélites de Poulenc, c'est-à-dire les plus grandes œuvres de l'après-guerre, mais ils le font évidemment de manière oblique, même si c'est évident. Et là, tout d'un coup, c'était absolument frontal. Et je me suis, quand je pensais évidemment à la programmation, je pensais à des propos de Melville quand il parlait de l'armée des ombres. Et il disait qu'évidemment, il n'aurait pas pu faire l'armée des ombres directement après la guerre, qu'il fallait évidemment, il l'avait vécu, il fallait du recul. Et d'ailleurs, un film comme l'armée des ombres date à peu près de la même époque que cette passagère. Donc c'est une très grande œuvre qui a été donc écrite en 68, qui n'a pas été créée en Russie pour des raisons bien évidentes, quand vous la verrez, vous comprendrez, et qui a été ressuscité par le festival de Bregenz en Autriche en 2010. Et évidemment, après cette résurrection de cette œuvre qui n'avait jamais été jouée en scène, les théâtres, quand même, dès qu'on le voit, on comprend que c'est une œuvre majeure. Les théâtres ont commencé à le montrer, donc que ce soit à Vienne, dans beaucoup de grandes maisons. C'est un très gros opéra. Donc évidemment, c'est un opéra pour une grande maison, parce qu'il y a un grand orchestre, grand chœur, une distribution de plus de 15 chanteurs. Donc c'est comme un Wagner, c'est comme Ariane Naxos, enfin c'est comme les grands Strauss. C'est un très gros opéra. Et donc voilà, l'opéra a commencé à être joué dans le monde entier. Et évidemment, j'avais l'idée de le présenter au Capitole, parce que c'est du grand répertoire du XXe siècle. Il se trouve qu'on est les premiers en France, ça c'est comme ça. C'est pas, il faut bien qu'il y ait des premiers, qu'il y ait une première fois. Mais voilà, c'est avant tout, donc notre public va découvrir, je pense, un très grand chef-d'œuvre du XXe siècle, qui réussit ce qui n'est pas réussissable. Réussissable n'existe pas, pardon Christian de prononcer ce mot mais voilà, qui arrive à faire quelque chose qui est simplement impensable. Donc merci pour l'accompagnement vraiment toujours extraordinaire d'Ombre Blanche pour ces grands projets qu'on peut avoir, comme c'était le cas l'année dernière pour Voyage d'automne. Et donc je vous souhaite à tous une grande découverte de cet univers de Weinberg et de la Passagère. Voilà. Il reste des places? Alors, il y a vraiment... Pour ceux qui n'auraient pas... Alors, il reste quelques places. Moi, évidemment, quand j'ai décidé de programmer ça, je me suis dit ça va être vraiment difficile d'avoir du public pour un sujet pareil, un compositeur inconnu, etc. Et c'est quasiment sold out. Donc le public du Capitole est quand même un public en or. Ça, je dois le dire. Parce que nous accompagner, que le public nous accompagne dans de tels projets, ça c'est vraiment extraordinaire. Il y avait hier un concert de musique de chambre qui était aussi sold out. Donc il reste quelques places, notamment pour le 29, pour la dernière. Il y a quelques places pour chacune, mais il y a plus grand chose. Donc ça c'est une joie. C'est absolument formidable. Voilà.
Comme c'était une joie hier soir d'entendre le Quatuor d'Anel avec Léon Skaya pour cet ensemble musical, c'était vraiment sublime. Merci. Merci pour à toutes ces vous. propositions, Christophe. Et voilà, on va y aller, Paul. Alors, Oui, allons-y. Voilà, donc Paul Bernard Nourreau est docteur en histoire et en théorie de l'art à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes, on va dire, très indépendant, vous êtes toujours sur des sujets liés à l'histoire de l'art, évidemment. Vous travaillez pour un certain nombre de revues, et puis on vous demande pour des missions dans des musées, dans des conférences. Vous avez fait un certain nombre de publications, figurez l'autre en 2013 chez Quimet, la figure du musulman dans les camps nazis. Je rappelle que le musulman dans les camps nazis, c'est celui qui est voué à une mort imminente. Hein. Voilà, en 2017, sur les œuvres silencieuses, chez Petra, et en 2024, Photographie à la violence. Et puis dans le même temps, le premier volume de cet ensemble de 3 livres, qui est j'espère que ce n'est pas tout à fait votre maître livre, que vous allez encore nous offrir un certain nombre de choses. Oui. Peut-être vous nous le direz. Donc c'est 3 volumes publiés entre 2024 et 2025, environ 2000 pages, dont 500 de notes et de sources bibliographiques. 10 grands chapitres. Les 3 livres sont précédés chaque livre est précédé d'une introduction et d'une conclusion. Voilà, donc il y a un côté triptyque, c'est un peu arithmétique, mais Absolument. Oui. avec une partie centrale de 4 chapitres, donc 3, 4 et 3. Les 3 premiers dans le premier volume, on va dire, c'est un exposé un peu à la fois des préliminaires de l'étude, une sorte de grand corpus théorique, dont finalement l'ensemble serait, et on va vous entendre là-dessus, peut-être aussi présenter le projet général, réévaluer à l'aune d'Auschwitz l'histoire de l'art antérieure à l'événement pour le premier volume, et puis voilà, et donc vous interrogez, j'ose dire, déjà sur ce titre volontairement, non pas ambigu, mais pluriel, Oui. hein, la peinture d'après Auschwitz, donc d'après et d'après. D'après et après, pardon. Merci beaucoup Christian. Merci pour votre invitation. Je remercie évidemment l'Opéra et le musée pour votre invitation. Puis je suis très heureux de profiter des remarques que vous avez faites au sujet de François-Marie Desrolles, mon éditeur, à l'Atelier contemporain de Strasbourg, pour abonder avec vous. Et c'est très très rare, et c'est unique en mon cas, d'avoir la chance de rencontrer un éditeur qui se lance dans un projet comme celui-ci et qui vous pose des questions aussi pratiques que celles du papier, du type de reliure que vous souhaiteriez pour un projet comme celui-là. Donc, je sais que François-Marie est quelque part dans la salle et je l'en remercie. Et je vous remercie aussi d'être aussi nombreux. C'est un plaisir de pouvoir présenter ce projet qui est évidemment forcément un peu intimidant et par la thématique et par la façon dont j'ai abordé cette thématique. Si vous en êtes d'accord, pour peut-être expliquer, je vais dire un mot des illustrations de couverture qu'on a choisies avec l'éditeur et qui peuvent peut-être expliquer le sens des 3 volumes. Parce que la particularité, c'est que dès lors que je me suis posé la question de ce que Auschwitz en tant qu'événement, avait pu faire au mode de représentation artistique, comment Auschwitz a affecté notre façon de représenter la figure humaine en particulier, eh bien, il m'est apparu qu'il fallait se demander d'où venait cette figure humaine. C'est-à-dire d'où vient que nous ayons une habitude, je parle nous au sens de l'art occidental ou l'art européen, d'où vient que nos figures soient des figures, pour aller très très vite, michelangelesques par exemple, et qu'elles ne le sont plus après Auschwitz, ou qu'elles ne le sont pas de la même façon. Donc c'est ce qui explique que ce d'après, eh bien, j'ai dû revenir à avant Auschwitz. Et donc le premier volume, pour le dire rapidement, part d'une hypothèse historique, qui est de considérer qu'un certain mode de représentation du corps renaissant est notamment lié à la peste, à la grande peste de 1348. Je m'explique très très brièvement.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Ah bon, d'accord. Je m'explique très brièvement. Il y a un grand historien d'art en 1951, un historien d'art américain, Millard Mice, qui essaye de chercher les traces dans la peinture toscane de la Grande Peste de 1348, dont on estime qu'elle a décimé environ un tiers des Européens en 2 décennies. Et il ne trouve pas. Il ne trouve pas de peinture qui montre des pestiférés. Ou alors de manière très marginale. En tout cas, la grande peinture n'a pas pris en charge, la peinture d'histoire n'a pas pris en charge la représentation des pestiférés. En revanche, ce qu'il identifie, c'est la représentation nouvelle d'un saint qu'on invoquait traditionnellement contre la peste, qui est Saint Sébastien. Et le paradoxe, c'est que Saint Sébastien est un corps masculin extrêmement beau. Si vous avez des représentations de Saint Sébastien en tête, il est particulièrement beau. Donc, en fait, on invoquait Saint Sébastien parce qu'on identifiait la peste aux flèches. Et Saint Sébastien est mort de sagitation, c'est-à-dire tué par des flèches. Et la figure de Saint Sébastien est devenue une sorte de bouclier prophylactique contre la peste qu'on invoquait. Ce qui voudrait dire la chose suivante, c'est qu'un des mâles qui a le plus décimé, qui a le plus décimé les Européens, a laissé comme seule trace dans l'art occidental un des corps les plus beaux et les plus indemnes de ce type de souffrance. C'est pas complètement un hasard si la figure de Saint Sébastien est de nouveau convoquée dans les années 1980 au moment de l'épidémie de sida et qu'elle devient une figure queer, une figure qui renvoie à cet imaginaire-là, mais qui reste belle elle aussi, qui reste en quelque sorte intacte d'un mal qui frappe les corps ici. Par conséquent, on pourrait considérer que l'art renaissant est notamment fondé, qu'un des fondements de l'art de la Renaissance, c'est un oubli. La mise en oubli de la peste à travers la figure de Saint Sébastien. Et il m'est apparu qu'un des fondements en partie oubliés, pas uniquement, mais en partie oubliés de l'art contemporain, était la mémoire d'Auschwitz. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'art contemporain avait mis en oubli, ce qui n'est pas un reproche, ça me paraît être un processus logique de mise en oubli jusqu'à ce qu'évoquait Christophe, c'est-à-dire des résurgences plus tard, après un temps de latence, par exemple. Et donc la première partie étudie des artistes qui à la fois mettent en oubli la violence extrême, pour aller très rapidement, et puis des artistes qui s'en souviennent. Et je pense évidemment à Goya, qui fait l'objet de la première, de la couverture du premier livre. Et on avait choisi ce dessin avec François-Marie Desrolles pour une raison assez simple, c'est que ce petit dessin de Goya renvoie évidemment à la très grande peinture du 3 mai 1808, du 13 de Mayo de Goya, mais ça n'est pas le 13 de Mayo. En revanche, ça avait été le choix de couverture de la première édition confidentielle de Se questo un uomo, de Si c'est un homme, de Primo Levi en 1947. Et donc, voilà, je ne le dis pas dans le livre, c'est une sorte de chose que je partage avec vous, mais je tenais évidemment à faire cette référence-là, parce que la modernité, une certaine forme de modernité artistique qui regarde de front la violence extrême, eh bien, commence avec Goya et avec la guerre d'indépendance espagnole de 1808-1812. Le deuxième volume, lui, emprunte une œuvre à Zoran Muzic, qui est en fait l'artiste par lequel j'ai commencé cette recherche, qui a été déporté, lui, à Dachau en décembre 1944, libéré en mai 1945, qui a réalisé, j'en montrerai un peu plus tard, des dessins dans le camp. Donc on n'est pas dans le d'après, on est dans le camp, mais qui a ensuite occulté, refoulé ses dessins jusqu'à la toute fin des années 60. Et en 1969-70, il se lance dans une grande série qui s'intitule « Nous ne sommes pas les derniers ». Et Nous ne sommes pas les derniers reprend les dessins de Dachau, mais sans plus dire qu'ils viennent de Dachau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'indices qui vous permettraient, en tant que spectateur, de savoir que ces cadavres-là sont des cadavres des camps ici. Évidemment, la trajectoire de Zoran Muzic me paraît très significative, symptomatique de la trajectoire de nombreux artistes survivants. Et puis enfin, un dernier artiste qui est en apparence et indemne biographiquement, veux-je dire, de cette histoire-là, qui est le Sud-Africain William Kentridge, alors qui en est indemne parce qu'il est issu, lui, d'une famille d'origine juive lituanienne qui avait émigré en Afrique du Sud à la fin du 19e siècle, donc qui n'ont pas connu la Shoah, qui n'ont pas connu les camps. Néanmoins, la famille Kentridge est un peu particulière, c'est une famille d'avocats. Le père, Sidney Kentridge, a
a été l'avocat, je crois que c'est le seul au monde, de 3 prix Nobel de la paix, donc notamment Nelson Mandela et Desmond Tutu, en Afrique du Sud. Donc c'est à la fois un blanc sud-africain, mais évidemment qui, du fait de sa judéité, du fait de sa trajectoire, est dans une situation un peu particulière. Et ce dessin-là représente une procession de mineurs sud-africains. Mais vous comprenez que vu ce dont on parle là, c'est pas évident. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est ça. C'est-à-dire que quand une mémoire se diffuse, elle se dilue en même temps, mais cette dilution est aussi la condition de sa diffusion. Et la mémoire d'Auschwitz dont je parle, elle est stratifiée en fait. Il n'y a pas que la mémoire d'Auschwitz. Dans la mémoire d'Auschwitz, on le sait par exemple, si on pense à Robert Antelme ou à Charlotte Delbo, la guerre d'Algérie a beaucoup joué dans la réactivation de la mémoire de leur propre déportation, par exemple. Et donc c'est voilà, ce que j'essaye de penser dans le d'après Auschwitz. C'est à la fois après, chronologiquement, mais c'est aussi lié, c'est-à-dire il y a une forme de fidélité à l'expérience, à l'histoire, et nécessairement, puisqu'il s'agit d'art, une forme d'infidélité. Le d'après, c'est normalement en art ce que l'on est obligé en tant qu'artiste, d'inscrire. Si je peins, je sais pas, la liberté guidant le peuple, je suis obligé d'inscrire d'après Delacroix. Donc c'est à la fois fidèle à Delacroix et en même temps, ça n'est plus Delacroix ici. Puis une dernière précision, je privilégie le toponyme Auschwitz sur celui de Shoah ou celui de Khurban en yiddish, sur celui d'Holocauste qui est privilégié dans le monde hispanophone ou anglophone, pour une raison assez simple, c'est que je pense qu'il est très important d'ancrer cette histoire-là dans un lieu, que ce soit un toponyme, même si je suis évidemment conscient que Auschwitz-Birkenau, donc dans le livre, quand je cite le camp, je le dis toujours Auschwitz-Birkenau, j'écris toujours que ce lieu-là ne saurait évidemment résumer le génocide des Juifs et des Roms d'Europe, puisqu'il s'est déroulé dans d'autres lieux qui sont beaucoup moins mémorialisés, que sont les centres de mise à mort de Treblinka, de Sobibor ou de Chelmno, par exemple. Mais le simple fait qu'un mot ne puisse être commensurable à un événement comme celui-là me paraît aussi dire quelque chose de l'incommensurabilité de cet événement en lui-même. Merci pour cette présentation à travers les illustrations que vous avez choisies pour les couvertures, et on le voit déjà, ce qui va dominer dans l'ensemble des 3 volumes, c'est aussi l'idée de la représentation des corps. Et alors, on a un peu parlé tout à l'heure de la présentation que nous allions faire communément, enfin que vous alliez faire avec mon modeste appui de cet ensemble, parce que sur 2 heures, 1 heure et demie, on aura vraiment guère de temps pour examiner l'ensemble de ce que vous avez écrit sur 2000 pages. Et combien de mois et d'années de travail? Je ne sais pas, moi, Théo m'a posé la question juste avant de commencer. Je ne saurais pas dire, parce que ça a commencé en 2008-2009, et puis ensuite ça a repris, il y a eu une petite interruption pour faire d'autres choses. Après, il faut l'écrire quand même. Oui, après il fallait l'écrire, puis surtout après il fallait réécrire aussi, parce qu'il y a beaucoup de réécriture, ouais. Bon, je reviens donc à cette représentation des corps, et dans le premier volume, j'avais saisi une chose que vous trouvez chez Panofsky, le choix pour peindre des corps d'un tissu qui sert aussi à vêtir les hommes, parfois à les ensevelir, la toile, évidemment. Et puis, je vais regrouper les 2 premières questions autour de cette représentation, on va dire avant la peinture, par l'écriture et le récit. Donc, avant d'aborder donc plus précisément l'expérience et la production artistique, vous faites appel à la chose écrite, dans le 2e volume notamment, et donc soit le témoignage extérieur, Victor Klemperer qui a échappé au désastre, mais aussi et surtout à Robert Antelme, Primo Levi, dont vous venez de montrer, ce que j'ignorais complètement, que Goya avait illustré la première édition, et puis Charlotte Delbo. Voilà, Charlotte Delbo, dont je vais me permettre de lire un extrait que vous citez, et qui est tiré de Aucun de nous ne reviendra, et dans lequel on voit bien que la représentation des corps, elle est
elle est déjà là, criante. D'ailleurs, c'est un peu le sujet. Donc, Charlotte Delbo écrit leur bouche crie, leurs bras tendus vers nous crient, tout d'elle crie. Chaque corps est un cri. Autant de torches qui flambent en cris de terreur, des cris qui ont pris corps de femme. Chacun est un cri matérialisé, un hurlement qu'on n'entend pas. C'est après cet ensemble de textes que vous avez lus que vous aborderez la peinture. Est-ce que, pour vous, il y a un lien, là aussi, évident dans cet ensemble et dans le d'après? Oui, merci beaucoup parce que vous signalez deux choses. La première, j'y reviendrai peut-être un peu plus loin, c'est sur quelque chose qui me tient beaucoup à cœur en tant qu'historien, c'est la matérialité des œuvres d'art. Et donc, par conséquent, toute une partie de l'écriture consiste à interroger cette matérialité, c'est-à-dire matérialité évidemment très très pauvre pour les artistes qui dessinent dans les camps, par exemple, puisqu'ils dessinent sur ce qu'ils peuvent, ou matérialité beaucoup plus classique, vous évoquiez la toile, qui peut aussi devenir linceul. Et j'y reviendrai parce qu'il me semble que une des fonctions, enfin une des fonctions ou un des processus spécifiques à la peinture ou à la sculpture, c'est précisément le temps d'élaboration qui est distinct du temps d'élaboration d'une photographie, par exemple. Si on parlera certainement des photographies des camps. Et par conséquent, je vois dans le geste du peintre ou dans le geste du sculpteur une façon de restituer un temps rituel, un temps funéraire, un temps de l'ensevelissement que la photographie ne permet pas, avec en tout cas la même temporalité. Peut-être j'en donnerai des exemples un peu plus concrets, un peu plus loin. Sur l'écriture, en fait, si on prend un corpus de témoignages des camps sur les 25 années postérieures à Auschwitz, on s'aperçoit que très souvent, les témoins sentent que leur fait défaut l'appareil photographique. Par exemple, donc, le plus connu, c'est Jan Karski. Jan Karski qui donc devient un témoin et qui, à un moment, voyant des atrocités proprement indescriptibles, dit « mais je n'ai pas d'appareil photo. Je n'ai pas d'appareil photo pour prendre ça en photo et en même temps, les mots ne vont pas pouvoir le décrire complètement. » Et dans d'autres cas, très spécifiques, c'est le cas de Jean Quérol, par exemple, ils font appel à des œuvres d'art ou à des couleurs. Voilà, par exemple, Jean Quérol rêve d'un bleu qui échappe au camp, qui est gris, lui. Donc il y a énormément, et je suis allé en fait chercher des références, soit des œuvres d'art, soit des références de peinture. Mais en fait, c'est Delbo, évidemment, qui m'a mis sur la piste d'une des caractéristiques, me semble-t-il, de l'art d'après Auschwitz, tel qu'on peut le voir. C'est que dans le passage que vous avez cité, comme dans de très nombreux passages de Charlotte Delbo, son écriture fait image. Elle vient de la scène, hein. Charlotte Delbo, elle a été l'assistante de Louis Jouvet, et donc elle sait comment faire image. Or, au théâtre, comme en littérature, le moment où le messager de la tragédie racinienne, par exemple, mais en général le témoin, vient décrire la violence extrême, la mort, si on pense chez Racine à la mort d'Hippolyte, on ne la voit pas sur scène. C'est un messager qui vient la rapporter. Mais quand il la rapporte comme Delbo, au temps présent. Et cette description-là, faite au temps présent, extrêmement vive, qui fait image, elle porte le nom en rhétorique d'hypotypose. C'est-à-dire, ce n'est pas une description exactement, c'est une hypotypose, c'est-à-dire on a l'impression d'avoir sous les yeux ce qui se passe alors qu'on ne l'a pas sous les yeux. C'est un phénomène très très courant chez les témoins de violences extrêmes. Ils font en fait des hypotyposes comme on fait des métaphores sans le savoir. Je donne un exemple que vous avez certainement noté vous-même dans les entretiens qui ont été faits avec des survivants des attentats du 13 novembre, par exemple. À chaque fois, les témoins disent « on était avec des amis à une terrasse de café, puis là, il y a une voiture qui arrive, ils s'arrêtent et ils nous tirent dessus. » En fait, sans qu'ils s'en rendent compte, ils disent « nous étions assis et la voiture est là, et les tireurs tirent, là, maintenant. » C'est systématique. Pour les cas, vous voyez, de surgissement de violences extrêmes.
Ce qui est surprenant chez un certain nombre d'artistes, c'est que précisément, ils dépeignent Auschwitz comme si ça n'était pas passé. Comme si Auschwitz était sous leurs yeux, ce qui est la définition même de hypotypose, c'est-à-dire l'image qui est sous les yeux littéralement. Et quand on lit Charlotte Delbo, c'est ça qui est très troublant, on a l'impression d'avoir tout sous les yeux. Quand on regarde certaines peintures d'une artiste Romny survivante, Chaya Stoïka, on a l'impression aussi que le temps n'a pas passé. Et c'est pour ça que chez Delbo, ça s'intitule « Aucun de nous ne reviendra, aucune de nous n'est revenue d'Auschwitz ». Alors on va justement commencer à rentrer un peu dans la peinture et je rappelle dans le premier volume, il y a un certain nombre d'illustrations mais qui font référence à l'avant. Oui. Et donc dans cet exposé des outils dont vous allez vous servir et de la réflexion que vous avez à partir des peintures d'avant. Puis je vais citer un très léger extrait dans ce volume 2 de la complexité de cette temporalité. Vous écrivez au début du chapitre 4, il convient de montrer qu'en plus d'un art d'après les camps et d'avant Auschwitz, et d'un art d'avant Auschwitz, pendant Auschwitz, il existe des œuvres d'après Auschwitz, pendant Auschwitz. Voilà, est-ce que vous pouvez... Alors, peut-être les exemples vont nous aider à comprendre cette temporalité complexe. Celle de Joseph Chayna. Mm-hmm. Bon, mais je crois que vous n'avez pas d'image. Par contre, celle de faut que je regarde de Chaya Stoïka, ouais, voilà, qui est une Autrichienne rome, qui est survivante, et qui peint dans les années 70. Ah non, 90 plutôt. Plus de 90, voilà. Oui, c'est ça. Et Chayna, c'est dans les années... Chayna, c'est même à Buchenwald qu'il réalise des œuvres et ensuite il va réaliser d'autres œuvres. Voilà. Et puis nous regardons avec vous cet artiste qui lui meurt en 1944 à Auschwitz et qui est Nussbaum. Ouais. Voilà, ça permettra peut-être de comprendre la complexité et le côté un peu chaotique. Oui, alors du coup là mon passage d'image va être un peu chaotique, vous m'en veuillez pas, mais je reviendrai naturellement parce que là vous apercevez Giacometti, donc il faudra quand même que j'y revienne. Ouais. Là, c'est d'autres choses. Hein. Alors, attendez, je vais peut-être commencer par Nussbaum. Ouais. Félix Nussbaum, donc c'est un artiste qui est né en 1904. C'est un artiste allemand, juif allemand, et qui est en résidence d'artiste à Rome, l'équivalent de la Villa Médicis allemande, au début des années 30, et qui ne va pas rentrer en 1933 en Allemagne. Pour la petite histoire, il est coloc dans la Villa Médicis allemande d'un certain Arno Breker, qui devient ensuite le sculpteur officiel du Troisième Reich. Donc vous voyez les trajectoires très particulières. Arno Breker a été célébré, évidemment, encensé par le Troisième Reich, et longtemps après la chute du Troisième Reich par Jean Cocteau. Évidemment, Félix Nussbaum, lui, a dû vivre 4 ans en clandestinité à Bruxelles, de 1940 à 1944, avant d'être dénoncé et déporté et assassiné à Auschwitz-Birkenau lui-même. Et avant cela, en 1939-40, il a été déporté de Belgique, où il avait trouvé refuge, il vivait à Ostende à l'époque, vers le camp de Saint-Cyprien. En tant que ressortissant d'un pays hostile, d'un pays ennemi, puisqu'il était de nationalité allemande, et les Belges avaient sous-traité aux Français l'internement c'est pour ça que je parle de déportation, l'internement des ressortissants d'une puissance hostile. Donc imaginez le paradoxe, dans ce camp de Saint-Cyprien, il y a des baraquements de républicains espagnols, des baraquements d'antinazis, juifs comme Félix Nussbaum, mais il y a aussi des baraquements de nazis. Voilà, et dans des conditions absolument déplorables. Cette œuvre-là, matériellement, montre qu'elle n'a pas été réalisée dans Saint-Cyprien. Donc ça n'est pas une œuvre du camp, c'est une œuvre d'après le camp, une fois qu'il a réussi pendant un transfert à s'évader à Bordeaux et à regagner clandestinement Bruxelles. Donc il y a déjà une réélaboration, vous le comprenez, de son expérience concentrationnaire. On peut parler de camp de concentration pour le camp de Saint-Cyprien
Je rappelle que Albert Sarraut, pour expliquer qu'on y mettait les républicains espagnols, avait dit attention, c'est pas un camp d'internement, c'est un vrai camp de concentration. Donc c'était le ministre de l'Intérieur de l'époque, donc c'était un camp de concentration. Simplement, vous le voyez, on retrouve des éléments documentaires, les barbelés, la lande de Saint-Cyprien, les baraquements, mais on retrouve évidemment des éléments artistiques, parce que la baille dans laquelle les deux figures sont en train de déféquer, par exemple, eh bien, elle vient de Saint-Cyprien, mais elle vient de Jérôme Bosch aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la temporalité est très très complexe ici. C'est une temporalité par conséquent qui est celle d'après son expérience concentrationnaire, mais d'avant Auschwitz, parce que Saint-Cyprien, c'est pas Auschwitz. J'essaie de désamidonner un peu la citation de moi que vous avez donnée. Et l'une des dernières œuvres de Félix Nussbaum, c'est celle-ci, qui s'intitule Le triomphe de la mort. Et elle est datée de 1944, lui est déporté en août. C'est le dernier convoi qui part de Belgique, de Malines. Et c'est la dernière œuvre identifiée, qui est un grand format, vous le voyez, enfin un moyen format, 100 par 150 ici, qui reprend un thème, qui est donc celui du triomphe de la mort, thème pétrarchéen, et mis en peinture par Peter Bruegel l'Ancien dans l'œuvre éponyme du musée du Prado de Madrid. Et donc là, on s'approche tout près d'Auschwitz dans l'œuvre de Nussbaum, mais on n'est pas encore dans Auschwitz lui-même. Et l'interprétation que fait Nussbaum du triomphe de la mort de Bruegel, elle est à la fois bruegelienne et déjà quasiment dans l'ombre d'Auschwitz, mais dans l'ombre antérieure d'Auschwitz, parce qu'il sait en 1944 que les Juifs de Belgique sont arrêtés pour être déportés vers l'Est, et en 1943, au moment du convoi de Delbo, justement, Aragon, pour la première fois, dans un poème, donne le mot, mal orthographié, mais le donne quand même, d'Auschwitz, où il commence à savoir ce qui s'y déroule ici. Je voudrais juste attirer votre attention sur un détail qui a été découvert par un des gardiens du musée d'Osnabrück, du musée Nussbaum. Il s'était collé, je suis devant le détail. En fait, il a déchiffré la partition. Les historiens d'art n'avaient pas déchiffré la partition, mais lui, avec sa affaire de la journée, il était mélomane lui aussi, donc il a déchiffré la partition, et il s'est aperçu que c'était l'air de Lambeswalk. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Lambeswalk, c'est un air qui est devenu populaire en 1937 au Royaume-Uni, à travers une comédie musicale, et en gros, c'était l'air à la mode de la fin des années 30. Tout le monde dansait le Lambeswalk. Et c'est un air joyeux, mais qui est devenu, dès la Blitzkrieg au Royaume-Uni, un air de résistance. C'est-à-dire que, par exemple, c'est assez génial, c'est des habitants du quartier de Lambeswalk qui sont en train de danser le Lambeswalk après que leur quartier a été bombardé. Voilà, pendant le Blitz. Et ce qui est encore plus génial, parce que là ce sont les Anglais, c'est qu'en 1941, il y a un réalisateur de cinéma qui va réaliser un film de 3 minutes parodique qui s'intitule Lambeswalk Nazi Style. Il reprend les images de Leni Riefenstahl, il les remonte, et on a l'impression de voir les SS danser le Lambeswalk au pas de loi. Par conséquent, ce petit détail, il indique aussi ce que, par exemple, Rousset avait découvert dans les camps, c'est la puissance de l'humour, comme étant quelque chose qui est dévastateur pour l'ordre, et a fortiori pour l'ordre totalitaire. Parce que le triomphe de la mort, c'est Bruegel, c'est Pétrarque, mais là, ça devient une parodie du triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl dont sont issues ces images. Ce que je veux dire par là, c'est que le film de 3 minutes en question, il a été énormément projeté clandestinement, de manière pirate, avant les projections d'actualité en Europe. Et donc, il n'est pas du tout impossible que Nussbaum l'ait vu, il est même probable qu'il l'a vu, et donc il introduit quelque chose à l'intérieur du triomphe de la mort, qui est sur une autre temporalité, effectivement, que celle de l'histoire de l'art proprement dite. Alors, voilà, qui anticipe en quelque sorte
sa mort, enfin par la représentation du triomphe de la mort. Et Seya Stoïka, pardon, Ouais. Alors, elle survit. Elle survit. Et pendant des années, rien. Ouais. Elle est issue d'une famille Romny. Il y a environ 12 000 Roms en Autriche en 1939. Il en reste 1600 en 1945. Donc ils ont fait l'objet en Autriche de persécutions génocidaires massives. Elle, son père, est pris assez rapidement et elle va vivre en clandestinité dans les collines et les parcs de Vienne, puisqu'elle elle vit à Vienne avec sa mère et sa sœur et son petit frère. Petit frère qui mourra à Auschwitz-Birkenau une fois qu'elles sont arrêtées en 1943. Et ensuite, donc, j'ai oublié de dire, elle est née en 1933, donc elle est déportée à 10 ans. Elle est déportée à Auschwitz-Birkenau. À Auschwitz-Birkenau, peut-être le savez-vous, il y avait ce qu'on a appelé le camp des familles, qui en fait regroupait les Roms. Et quand, en tout début mai 1944, quand les nazis ont décidé de liquider le camp des Roms, ils ont été accueillis par des gens qui avaient été avertis de cette liquidation, donc avaient pris des pieux, qui les avaient taillés avec des couteaux et qui les attendaient. Donc les nazis, pendant plusieurs mois, vont faire des prélèvements à l'intérieur de ce camp, et notamment Seya Stoïka va être envoyé à Ravensbrück, dans le camp des femmes de Ravensbrück, jusqu'à la liquidation finale du camp des Roms dans la nuit du 2 au 3 août 1944. 10 ans. Ouais, là, elle a 10 ans, donc elle est déportée à Ravensbrück, puis Ravensbrück était évacuée vers Bergen-Belsen, et elle est libérée de Bergen-Belsen par les Anglo-Canadiens en 1945. Et avec sa mère et sa sœur, qui ont survécu également, elle rentre à pied à Vienne. Elle met 4 mois à rentrer de Bergen-Belsen à pied à Vienne. Vous vous doutez qu'elle n'a rien obtenu des dédommagements et des spoliations, puisque la roulotte a été prise. C'était une famille aisée, hein, la famille Stoïka, c'était des éleveurs de chevaux. Et donc, très vite, elle devient colporteuse de tissus. Vous voyez, elle fait du porte-à-porte. Puis, quand elle gagne un peu mieux, elle devient vendeuse de tapis. Et donc, elle fait sa vie comme ça. Et à sa retraite, à la fin des années 80, début des années 90, elle commence à écrire, alors qu'elle est illettrée. Elle n'est pas complètement analphabète, mais elle est illettrée. Elle commence à peindre, alors qu'il n'y a pas de culture picturale chez les Roms particulièrement développée, surtout pas venant d'une femme. Et elle commence à écrire des poèmes et à témoigner. Et elle va devenir, dans les années 90, une des grandes témoins Romny en Autriche, parce que peut-être, vous en souvenez-vous, c'est les années où le FPO de Jörg Haider revient en force en Autriche. Il y a un attentat anti-Rom qui fait 4 morts, qui est perpétré en 93 dans le Tyrol, et donc elle devient une sorte de figure de grand témoin. Et la particularité, c'est pas forcément un bon exemple, mais la particularité, c'est que ses peintures sont en couleur. La particularité, c'est qu'elle peint très souvent au doigt et parfois à la bouche. Des empreintes de bouche de Seya Stoïka beaucoup. Et là, en fait, bébé, c'est Bergen-Belsen. Et c'est ça qui est, à mon sens, il y a un charnier. Vous voyez un charnier représenté en noir et blanc, comme sur des photographies de charnier. La différence, c'est que ce charnier est couvert par une branche. Vous voyez, comme on dépose une pierre sur une tombe ou une fleur sur une tombe. Cette branche, c'est la signature de Seya Stoïka. C'est-à-dire, dans toutes les œuvres, en bas, à côté de son nom, elle met cette branche, parce que quand elle était à Bergen-Belsen, elle crevait de faim, et elle a fouillé dans la terre, elle a sorti une petite branche, elle l'a cassée, elle a sucé la sève. Et elle dit, ce goût-là m'a redonné vie. Je ne sais pas si vous... Enfin, dans l'état dans lequel elle était. Mais quand on parlait de la façon dont une toile couvre un cadavre, couvre un corps, ben c'est ça aussi. C'est-à-dire cette branche-là vient couvrir ces corps que la photo met à nu. Évidemment, c'était le but des photos des Alliés. Il fallait absolument documenter l'extrême brutalité des atrocités nazies. Donc c'était mis à nu. Mais vous voyez, on a tous en tête des images de corps nus, justement, de cadavres, plus de figures humaines. Et donc, quelque part, cette branche devient un moyen, justement, de
de couvrir. Alors ces peintures, je crois que vous me disiez tout à l'heure qu'il y a une exposition. Il y a une exposition à Besançon qui commence bientôt, là, dans quelques mois. Et bon, moi, je les avais vues à la Belle de Mai à Marseille il y a une douzaine d'années, je crois, à peu près. Et elles sont à la Fondation elles appartiennent en partie à la Fondation Galbert, non? Alors, Antoine de Galbert avait exposé ça à la Maison Rouge quand il avait la Maison Rouge à Paris. Il avait même repoussé de 6 mois la fermeture de la Maison Rouge pour pouvoir l'exposer. Il a une collection assez importante. Malheureusement, et j'insiste un peu, les institutions publiques françaises n'ont pas voulu des dons qui ont été faits. Et il y a notamment le galeriste qui la représente en France a du coup redirigé ses dons vers la Reina Sofia de Madrid, qui les a acceptés sans problème, qui les a intégrés, donc 2 œuvres, dans les collections permanentes. Donc le meilleur moyen de voir des œuvres de Tchaïa Stoïca dans une collection permanente, c'est à Madrid. Je précise tout de même, pour être tout à fait complet, que le Palais de la Porte Dorée, le musée de l'immigration à Paris, a fait l'acquisition d'une œuvre. Il y en avait vraiment beaucoup à Marseille. Il y en a énormément. C'était extrêmement émouvant. Voilà. Si vous avez la possibilité d'aller à Besançon, n'hésitez pas. On va continuer cette errance dans l'ensemble de vos travaux, et on va peut-être passer à la photographie, mais on reviendra assez vite à la peinture. Mais donc dans le chapitre Seuil, et vous pourrez nous expliquer pourquoi Seuil, vous évoquez à propos de l'image photographique des images sources. Alors, ça peut être des images rares, notamment les fameuses 4 images d'Herrera, ensuite attribuées à ce grec, c'est ça, Herrera. Ces images que Georges Huberman a beaucoup montré dans ses travaux, et qui lui a valu parfois aussi des disputes avec Lanzmann, grosse dispute. Ou les images plus définitives, plus officielles entre guillemets, qu'on trouve dans l'album d'Auschwitz, l'album d'images nazies. Voilà, donc il y a ces images sources, et puis images seuil, qui en quelque sorte auront produit des images peintes dérivées, et peut-être on regardera. Vous aviez un peu d'hésitation à les montrer telles que c'est, notamment celle de Gerhard Frankl, donc qui lui peint d'après photographie au milieu des années 60. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez introduit cette question des images photographiques à l'intérieur de cet ensemble de regards sur la peinture? Oui, merci beaucoup. Le mot de seuil vient de Clément Chéroux, donc l'historien de la photographie, qui avait invité Georges Huberman en 2000 à intervenir sur les 4 photographies des Sonderkommando, dont il a tiré 3 ans plus tard le livre qui s'intitule Images malgré tout. Et Clément Chéroux dit que les photographies ont rempli une fonction de seuil pédagogique pour les opinions publiques après la guerre. C'est-à-dire qu'en réalité, si on étudie l'opinion publique états-unienne, par exemple, en 1944, la plupart des Américains, les sondages sont faits, ne croient pas aux atrocités nazies. Ils sont échaudés par la fausse propagande des atrocités allemandes de la Première Guerre mondiale, donc ils ne croient pas aux atrocités nazies. À partir d'avril 1945, les photographies sont massivement diffusées dans la presse internationale, et là, l'opinion américaine se retourne complètement. Ils croient massivement aux atrocités nazies, ce qui est un phénomène très très important culturellement pour les États-Unis, c'est-à-dire la puissance de l'image comme preuve et qui emporte la conviction. Et ma question, c'était aussi, quand on s'intéresse comme moi à des artistes états-uniens qui n'ont pas eu d'expérience directe, comment ils se sont représentés à Auschwitz. Et donc l'intermédiaire, le médium par définition, ça a été ces photographies-là, encore une fois, extrêmement diffusées. Et donc beaucoup d'artistes d'après Auschwitz ont en réalité peint d'après photographie ou sculpté d'après photographie, même si dans la plupart des cas, c'est extrêmement difficile de déterminer exactement d'après quelle photographie précise. Dans d'autres cas, c'est très évident, mais dans un certain nombre de cas, ça l'est beaucoup moins. Et je précise que je distingue 3 corpus. Le corpus donc formé par les Alliés, les photographes alliés, donc après l'ouverture des camps. Le corpus formé par les déportés eux-mêmes, qui ont pris en photo
clandestinement un certain nombre d'exactions, donc un corpus clandestin. Et enfin, un troisième corpus qui est très 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 difficile à évaluer, qui est le corpus des photos prises par les nazis eux-mêmes, et qui a énormément circulé. C'est-à-dire qu'en fait, les premières photos que la presse soviétique, notamment D43, publie d'atrocités massives, c'est des photos qu'ils ont découvertes sur les corps de soldats allemands dans les poches. Et ces photos-là, on le sait, ils les envoyaient à leur famille. Et donc c'est très 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 important, même psychologiquement, nationalement, parce que ça veut dire qu'en fait, la plupart des Allemands savaient, mais ne pouvaient pas dire qu'ils savaient, puisque la photographie était interdite. Ce type de photographie était officiellement interdite. Mais si les autorités nazies laissaient faire, c'était aussi pour créer une communauté de complices. Cette espèce de pacte de sang dont parle Raoul Hilberg, il se forge de maintenant, vous êtes complices, vous savez. Vous ne pouvez pas le dire. Voilà, c'est ce qui expliquerait aussi que les Américains ont été très très étonnés par les réactions des Allemands sur les photos qu'ils placardaient parfois dans les rues. Ils ne réagissaient pas. Ben oui, parce que la plupart d'entre eux les avaient déjà vues, ces photos. Pas les photos, vous comprenez, de milliers de cadavres, mais les photos de corps cachectiques, ils les avaient déjà vues ici. Et paradoxalement, les photos des camps ont été énormément étudiées, énormément commentées, mais assez peu les peintures d'après les photographies des camps. Et je peux en donner un exemple. Alors, merci Christian de le préciser. Beaucoup de prévention à projeter des images. Donc, je préfère vous prévenir. C'est une image en plus particulière, mais qui a été énormément diffusée parce qu'elle a paru dans le magazine Life, qui tirait à l'époque à 700 000 exemplaires, aux États-Unis, et qui correspond à un massacre. Donc c'est cette photographie-là. Elle correspond en fait à un massacre qui a énormément marqué les opinions publiques. Le 13 avril 1945, les SS qui avaient évacué des déportés de Dora et de Neuengamme enferment plus d'un millier d'entre eux dans une gigantesque grange dans le village de Gardelegen et mettent le feu. Et le lendemain, le 14, les Alliés découvrent 1 millier de cadavres calcinés, dont celui de cet homme qui a essayé de s'échapper en fait de la grange. C'est des photos qui sont, vous vous en doutez, très 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 impressionnantes et qui sont gigantesques. Et en fait, vous mentionnez Gerhard Frankl, qui n'est pas un artiste qu'on connaît très bien en France, pas du tout, mais il a réalisé cette peinture. Oui. Et alors Gerhard Frankl, pour le situer un tout petit peu, c'est un artiste autrichien, juif, et qui est considéré comme un post-cézannien, c'est-à-dire les spécialistes de paysages post-cézanniens, très beaux, et très connu pour ça. En 1938, au moment de l'Anschluss, il émigre, il parvient au Royaume-Uni, et il va poursuivre sa carrière au Royaume-Uni jusqu'en 1965, et il décède en 1965. Donc ce sont ses dernières peintures. C'est toute une série de peintures qu'il n'a pas exposées, qu'il n'a pas commentées, et qui ont été publiées longtemps après, une dizaine d'années après, par des amis à lui, qui à l'époque, elles sont conservées au Royaume-Uni, et il y a 4-5 ans, elles sont passées dans les collections du musée du Belvédère de Vienne. Et ce qui est très frappant, c'est que le petit livre en question, les amis disent, il semblerait quand même bien qu'il a fait certaines de ses peintures d'après des photographies. Mais c'est tout. Sauf qu'en fait, toutes les peintures qu'il a faites sont d'après photographie. Simplement le titre, c'est Coin dans une pièce. Donc c'est pas détectable, si vous voulez. C'est évidemment, s'il y aurait marqué Birkenau comme Gerhard Richter le fait, on peut détecter. Mais Coin dans une pièce, c'est pas détectable. Et il y en a des beaucoup plus dures que celle-ci, où il appelle ça bac à sable. Vous voyez, et c'est pas du tout évidemment un bac à sable. Donc voilà. Et là encore, vous comprenez que la reproduction de la peinture que je vous montre, enfin je crois, est moins dure à regarder que la photographie. Pas seulement pour une question de indicielle, mais aussi parce qu'il y a une réélaboration derrière, et on sent qu'il y a un temps derrière qui est potentiellement un temps rituel d'hommage. Il y a une artiste contemporaine avec laquelle je travaille en ce moment qui travaille beaucoup sur ces questions-là et qui dit justement qu'elle, sa pratique, c'est d'essayer de faire que ça ne reste pas des cadavres. Et que ça devienne pour elle des témoins, par exemple. Voilà.
Je ne sais pas si Frankel aurait dit ça. Vous avez cité la peinture états-unienne, on va y venir. Puis vous avez cité Life, et je ne sais pas où, dans quel magazine Suzanne Sontag avait vu cette image qu'il a changée radicalement. Vous citez de Suzanne Sontag sur la photographie, c'est en 77 si je ne me trompe pas. Elle écrit, il me semble que je pourrais diviser ma vie en 2 séquences, celle d'avant la vue de ces photographies, j'avais 12 ans, et celle d'après, bien que je n'ai pu comprendre de quoi il s'agissait que quelques années plus tard. Là aussi, quand même, il y a une espèce de temporalité qui se joue de façon un peu décoordonnée, si je veux. Nous allons passer aux années 50, où peut-être on prend... Les photos sont encore publiées, mais elles ont été beaucoup publiées immédiatement après la Libération. Et donc il y a peut-être un peu de distance qui se prend dans les années 50, et avec ce que... Alors, c'est assez court, ou peut-être j'ai pas tout lu à propos de Potok. Vous citez pour Potok la photo comme art du témoin. Vous pouvez repréciser ça, ou c'est moi qui me suis trompé? Oui, je suis pas sûr, mais il y a tout en fait ce qui se produit. C'est assez ambivalent ce que vous faites dire de Potok. Oui, non, ce qui se produit dans l'immédiat après-guerre, c'est que la photographie passe du statut de document à celui de preuve. Pas seulement de document historique à celui de preuve historique, mais aussi à celui de preuve judiciaire, au sens où les photographies sont convoquées dès les procès de Nuremberg. Je précise aussi qu'en parallèle des procès de Nuremberg et dans l'immédiat après-guerre, les photographies ne sont pas seulement diffusées par voie de presse, elles donnent lieu à des gigantesques expositions itinérantes sur les crimes nazis, qui sont organisées quasi simultanément à Londres, à Varsovie, à Paris et en Allemagne. Donc il y a aussi, et aux États-Unis, énormément. Voilà, donc je reviens, les artistes prennent de la distance, et c'est Philippe Dagen qui parle de silence des peintres en général, mais bon, et donc en France, aux États-Unis, ce silence s'exprime un peu plutôt différemment en France. Enfin, il me semble, hein. Et il me semble que vous le faites, vous nous le prouvez. D'un côté, en France, dans les années 50, c'est l'art informel de Jean Dubuffet, ou différemment de Jean Fautrier. Bon, peut-être ça vous pourrez en dire quelques mots, mais alors, surtout, donc de l'autre côté de l'Atlantique, c'est Rothko, Pollock, et surtout, alors vous insistez beaucoup sur Bernard Newman, voilà, ce dernier qui est peut-être moins connu que les deux autres, du moins ici, et qui est enfant de juif polonais arrivé aux USA à la fin du 19e. Voilà, donc la question c'est comment, peut-être parler un peu de l'art informel, parce que quand même, il est important dans votre livre, mais surtout comment l'expressionnisme, c'est ce qu'on a appelé l'expressionnisme abstrait, ou comment cette abstraction américaine, des fois un peu sauvage, hein, peut-être pas toujours, en tout cas peut-être pas chez Newman, se lit-elle au sens de lier, et se lit-elle au sens de lire dans cette peinture d'après Auschwitz, dans cette histoire de la peinture d'après Auschwitz. Oui, c'est différencier historiquement, et c'est à différencier théoriquement les deux moments. Il y a un moment très marquant de l'immédiate après-guerre, c'est dès janvier 1945, une exposition des otages de Jean Fautrier chez René Drouin, place Vendôme. Donc ce sont des têtes qui sont plus petites même que les cadres noirs que vous voyez ici. On ne sait pas combien exactement, mais sans doute une vingtaine de têtes d'otages, et qui sont extrêmement décevantes pour toute une partie de la presse, parce qu'ils s'attendaient en fait à une galerie de portraits de héros. Vous voyez, Gabriel Péry, et en fait c'est de la matière. C'est vraiment que de la matière, puisque Fautrier a une technique assez particulière. Il dépose du gesso, donc du plâtre, sur un papier, donc ça va froisser le papier, et il maroufle ensuite le papier sur une toile, donc ça va craqueler le gesso, et répandre de la poudre de pastel dans le gesso, ce qui va créer des effets de couleurs étranges. Donc Francis Ponge dit qu'il y a presque autant de chair sur la peinture que la chair des otages eux-mêmes. Et ça, par parenthèse, cette homologie entre la chair de la peinture et la chair des corps, elle est très très présente dans les analyses qu'on porte sur Bacon, par exemple, en 1945, quand il expose ses toutes premières œuvres. Et c'est pour ça que l'expression de Philippe Dagen me paraît très très juste, le silence des peintres, même si je suis assez en désaccord avec l'usage qu'il en fait, parce que précisément, il n'interroge pas le silence des peintres. C'est-à-dire que
Deleuze, à un moment, dit il y a quand même un grand silence qui se produit après un fracas événementiel. Et ce silence-là, et cette latence-là, elle dit énormément de choses sur les peintres. Parce que Dagen dit, pour résumer un peu, que les peintres, pour la Première Guerre mondiale, n'ont pas représenté la Première Guerre mondiale. Et qu'ils se sont tus face à la puissance de la photographie. Et je crois que c'est pas tout à fait exact. Et surtout que quand un peintre décide de faire silence, ça a un sens aussi sur l'événement qui a pu provoquer ce silence. Le cas de Barnett Newman est très très significatif. Barnett Newman a quasiment 40 ans en 1942 quand il décide de détruire toute son œuvre. Donc c'est un artiste américain, plutôt introduit dans les milieux anarchistes américains. Par ailleurs, il conçoit des synagogues, donc il a plusieurs, pieds dans différents milieux. Il s'est présenté à la mairie de New York comme candidat anarchiste dans les années 30, donc ça n'a pas vraiment marché. Et en 1942, il détruit tout. Et il dit, il va falloir maintenant peindre comme si la peinture n'avait jamais existé, repartir de zéro, start from scratch, comme si la peinture n'avait jamais existé. Et il va, de 42 à 48, essayer d'élaborer une forme la plus absolument abstraite qui soit. Et donc, il y a une sorte de quête de l'absolu dans laquelle il s'engage, avec notamment l'idée que cette forme-là ne puisse pas être utilisée par aucune idéologie. C'est-à-dire comment faire une peinture qui échapperait à tout accaparement idéologique. Et son point de vue, il est très américain, hein, c'est de dire l'art européen a fait la preuve qu'il pouvait devenir complice d'une idéologie du type nazi. Donc il faut que nous, les États-Unis, inventions un art qui ne se prêtera pas à cette complicité à laquelle s'est prêté l'art européen, qu'il le veuille ou non. Si vous voulez, la question, c'est de se poser la question de dans quelle mesure, justement, l'art de la Renaissance serait complice de l'art nazi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire comment l'exagération de Michel-Ange par Arno Breker jette un voile de suspicion sur Michel-Ange. Ce qui est très problématique, hein, vous comprenez bien comme idée. Mais comment on se défait de ça? Donc de la manière la plus radicale qui soit. Newman essaye de faire un cercle, dit non, ça ressemble à un visage. Il essaye de faire une ligne horizontale, non, ça c'est un paysage. Et donc il parvient à une ligne verticale en 1948 que je peux vous montrer. Et cette ligne verticale, c'est celle-ci. Et il crée un néologisme, one month one, qu'on a parfois traduit par uniment un. Et c'est tout. Et il s'arrête là. C'est-à-dire là, il a trouvé la forme dont on ne peut rien faire. Dont on ne peut rien faire au sens évidemment idéologique du terme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, évidemment en reproduction, c'est pas génial, mais ça c'est la couche d'après A de P, R, E accent circonflexe T, c'est-à-dire la couche de préparation de l'œuvre. Et là, donc c'est très traditionnel, il reprend exactement les mêmes tons, parce qu'il connaît très très bien les mêmes tons que Rembrandt. C'est une couche d'après du XVIIe siècle typique qu'on trouve chez Caravage ou Rembrandt. Là, par contre, c'est de l'orange cadmium qui est, vous le voyez, beaucoup plus flashy ici. Et Newman va développer, parce qu'en fait, un peu comme Kandinsky ou comme Malevich, il écrit énormément de textes théoriques avant ou pendant qu'il essaie d'élaborer cette pratique-là. Ce serait, si vous voulez, le carré noir sur fond blanc de Barnett Newman ici. Et toute son élaboration ultérieure, c'est de considérer qu'une œuvre une peinture doit faire prendre conscience au spectateur de son échelle. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à Rothko, par exemple. Rothko voulait qu'on accroche ses peintures à 10 cm du sol, ce qui n'est jamais respecté, soit dit en passant. Mais vous voyez, pour qu'on ait l'impression d'être dans la peinture. Et c'est là où... Alors, Newman évolue ensuite, vous le voyez, vers toute une série qu'il appelle ses stations, qui va l'occuper une dizaine d'années, et qui sont évidemment des stations de la croix, mais sans la croix précisément, et qui sont réunies aujourd'hui dans une salle de la National Gallery de Washington, sous le titre « Lema Sabachthani », c'est-à-dire « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» en araméen, donc le cri du Christ sur la croix. C'est ce qui explique
je fais un saut un peu étrange, mais la relation qu'on peut faire entre des peintres comme Newman, comme Bacon, ou ce que disait Charlotte Delbo, Bacon le dit, il dit « je ne veux pas peindre l'horreur, je veux peindre le cri ». Vous voyez, et il faudrait imaginer, figuralement, au sens de Deleuze, là, que ces lignes-là, ce sont des cris. Ce sont les cris que l'on trouve dans Guernica de manière figurative. Toutes les figures de Guernica crient. Et le noir et blanc est un hommage explicite à Guernica, il en parle, Newman. Et en même temps, Auschwitz, c'est pas un bombardement. Comment on représente tout simplement non plus un bombardement sur une ville, si terrible soit-il, mais 6 millions, non pas de cadavres visibles, mais de corps qui ont disparu pour la plupart, puisqu'ils ont été détruits et dispersés par les nazis dans leur programme génocidaire. Par conséquent, une certaine forme d'abstraction américaine qui se refuse à l'histoire, qui refuse d'être une illustration de l'histoire, reste liée à l'histoire tout de même. Ce n'est pas une illustration, mais elle est en partie liée à l'histoire. Je vais juste, si vous permettez, Christian, une comparaison. Si on rapproche les chronologies, on s'aperçoit que Barnett Newman a réalisé One Month One très peu de temps après le début de la première exposition d'après-guerre d'Alberto Giacometti, qui se tenait à New York, donc la ville de Barnett Newman, en février 1948, de la galerie Pierre Matisse, le fils d'Henri Matisse. Et il n'est pas du tout impossible que cette forme-là, qu'on a appelée plus tard le zip de Newman, ce qui n'est pas le plus élégant des termes qu'on ait trouvés, soit en partie liée à certaines des figures de Giacometti telles qu'elles se présentent dans l'espace, et notamment parce que le catalogue de l'exposition Pierre Matisse se présentait de la manière suivante ici, c'est-à-dire, vous voyez, il y avait une fenêtre découpée dans la page de couverture qui faisait voir la figure de Giacometti de manière grumeleuse comme ceci. Newman, on le sait, est allé voir l'expo. Hein. Il a dit, j'ai jamais vu un truc pareil, on dirait qu'il a fait ça de crachat, out of spits, et je lui tire mon chapeau. Mais la phrase pour moi la plus décisive, c'est Hélène de Koning, la femme de Willem de Koning, qui vont voir l'expo aussi. Et elle dit beaucoup plus tard, elle dit dans une interview, on est sorti avec Willem, on était bouleversés, on aurait dit l'œuvre d'une civilisation tout entière et pas celle d'un seul homme. Et c'est la première fois en fait que l'on voit les figures qui nous sont si familières de Giacometti. Parce que depuis 1936, il n'a pas exposé. Et en 1936, il ne faisait pas les figures qu'il fait avant Auschwitz et qui, quand elles viennent, sont, à mon sens, bien des figures d'après Auschwitz. Ça m'amène au dernier chapitre de votre volume 2 qui est consacré à 3 artistes, à Francis Bacon, dont vous voulez montrer ce triptyque, et puis à la crucifixion, c'est ça, et puis à Mosic, on pourra quand même l'évoquer, mais peut-être après, et quand même la plus grande part de ce chapitre 7 est consacrée à Giacometti. Les 2 autres sont traités de façon plus cursive, peut-être, mais voilà, mais vous donnez une part incroyablement importante à Giacometti, en citant aussi justement Jean-Paul Sartre qu'on vient de voir sur l'image là. Alors, vous voulez bien nous dire un peu, on a déjà compris quelque chose là tout de suite, mais peut-être développer. Oui, parce qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut parler de Giacometti dans ce contexte, mais il y a d'abord une raison, comment dire, on peut commencer par une raison complètement anecdotique. Dans un catalogue d'exposition de la Fondation Giacometti, il y a quelques années, les restauratrices de sculpture, dans une note de bas de page, indiquent qu'il est très très difficile de dater les œuvres de Giacometti, parce qu'il ne mettait pas la date sur les œuvres. Par contre, ce qui est très facile à voir, c'est si elles sont d'avant ou d'après-guerre. Ben oui. Donc là, il y a quand même quelque chose d'intéressant, peut-être à creuser, c'est-à-dire si d'évidence,
Au premier coup d'œil, on reconnaît un Giacometti d'avant 1944 et d'un Giacometti d'après 1944. Peut-être qu'il s'est produit quelque chose, non pas nécessairement dans la vie personnelle, parce que je fais pas beaucoup de biographisme en réalité dans mes approches, mais dans la conception même que Giacometti peut se faire de la figure humaine. Et on sait qu'il revient en 1944 à Paris avec, ça c'est la légende qui le raconte, mais toute son œuvre de toute la période de l'occupation dans une boîte d'allumettes. Parce que toutes ces figures sont devenues minuscules. Et puis, on a, à travers les témoignages de Giacometti, sa correspondance, on sait qu'il n'arrive pas à redonner. Le mot qu'il utilise tout le temps, c'est impondérable. Elles sont impondérables, mes figures. Et donc, on sait qu'il va leur rendre une pondération par le dessin en les étirant. Et donc, c'est là qu'elles reprennent une forme humaine, mais une forme humaine qui est extrêmement fragile. Et il me semble que toute une partie de la réception de Giacometti dans l'immédiate après-guerre pense, en les voyant, à des figures qui proviennent ou qui sortiraient des camps. C'est encore le cas beaucoup plus tard chez Semprin dans l'écriture ou la vie, où il le dit, je ne peux pas à Saint-Paul-de-Vence les voir sans penser à Buchenwald. C'est le cas d'un artiste survivant, Miklos Bokor, qui dit c'est le seul en fait. C'est vraiment le seul qui a réussi à donner une image juste de l'homme du XXe siècle. Et Miklos Bokor pense à l'homme du second XXe siècle, pas du premier XXe siècle. Et puis, si vous le permettez, le catalogue de l'Expo de 48, il est préfacé par Jean-Paul Sartre. Le texte s'intitule « À la recherche de l'absolu ». Vous voyez que Newman n'est pas le seul à chercher l'absolu. Et si vous permettez, je lis l'extrait, parce que vous allez voir, il dit beaucoup de choses sur la réception de Giacometti. Là, si vous permettez. « Or, à ces corps-ci, quelque chose est arrivé. Sortent-ils d'un miroir concave, d'une fontaine de jouvence ou d'un camp de déportés? Au premier regard, nous croyons avoir affaire aux martyrs décharnés de Buchenwald, mais l'instant d'après, nous avons changé d'avis. Ces natures fines et déliées montent au ciel, nous surprenons tout un vol d'ascension, d'assomption. Elles dansent, ce sont des danses, elles sont faites de la même matière raréfiée que ces corps glorieux qu'on nous promet. Et quand nous sommes encore à contempler cet élan mystique, voici que ces corps émaciés s'épanouissent, nous n'avons plus que sous les yeux que des fleurs terrestres. D'abord, ça rappelle, s'il en était besoin, que Sartre sait écrire aussi sur les œuvres d'art. Il va écrire 2 fois 2 textes fondamentaux sur Giacometti, un sur les sculptures, un sur les peintures beaucoup plus tard. Mais par contre, la progression de cet extrait, c'est quasiment la progression de notre réception de Giacometti. D'abord, on pense à des déportés, ensuite on voit des fleurs. Et à chaque fois que j'ai pu échanger en public avec des amis, la plupart des réactions, c'est de dire que quelque part, on ne savait pas forcément que ces figures-là n'apparaissaient que dans l'immédiate après-guerre, mais on n'est pas très étonné non plus. Et je précise une chose, il ne s'agit absolument pas, encore une fois, de considérer que Giacometti illustre Auschwitz ou fait des figures de déportés. Ce n'est pas ça du tout. C'est des figures, c'est pour ça que j'en appelle de marcheurs, en tout cas pour les hommes, parce que les femmes ne bougent plus à partir de 48, mais c'est des figures en tout cas qui s'éloignent même visuellement de l'événement. Elles ont cette ambivalence et il ne faut surtout pas, en tout cas c'est pas mon propos, réduire cette ambivalence, c'est-à-dire ce sont des œuvres d'Auschwitz, point, et là on aurait la clé de tout l'œuvre de Giacometti. Ben non, absolument pas. Par contre, ne pas du tout investiguer cette dimension-là fait qu'on passe à côté à la fois de leur forme elle-même, et à la fois d'à quel point elles vont être importantes pour des artistes après. Parce que là, avec Giacometti, ce sont des peintures d'après Auschwitz qui vont donner lieu ensuite à aussi des peintures d'après Giacometti. Je ne sais pas si c'est clair, parce que j'ai remis mes d'après. Non, mais merci beaucoup pour, et à la fois pour l'émotion à voir ou à revoir cette œuvre formidable de Giacometti. Mais on vous laissera, il faut laisser le public à la lecture de cet ensemble sur Giacometti. Je vais passer à Muzic, mais peut-être pas tout à fait, plutôt à Bokor dont vous venez de citer. Parce que pour Muzic se pose bien entendu la question de sa présence à Dachau, à Dachau, et de son cycle « Nous ne sommes pas les derniers » dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc ces gravures et eaux-fortes
créé entre 70 et 75 à partir, on l'a vu tout à l'heure, des nombreux dessins qu'il avait fait sur place. Moi, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Il y en a 250 à peu près. Ouais. Voilà, et donc je voudrais lui associer à Muzic ce nom moins connu de Miklos Bokor et de la série Le délire de l'homme, qui est presque contemporaine de celle elle est de 1967. Elle aurait dû être montrée à Toulouse au début des années 80 pour des raisons un peu inexplicables. Il y a eu un gros problème, je raconterai peut-être tout à l'heure. Voilà, et donc c'est cette série, Le délire de l'homme, c'est caractérisé par c'est ce qui est écrit, la présence récurrente d'une figure qui est à la fois l'esquisse d'une figure humaine et autre chose. C'est drôle parce que on pourrait dire exactement la même chose de Giacometti, et je n'avais pas vu que Bokor avait eu cette réflexion sur Giacometti. Voilà, donc Bokor avait 17 ans quand il a été interné à Auschwitz, puis très vite à Buchenwald. Il a laissé ses deux parents mourir ses deux parents sont morts à Auschwitz. Il leur a fait une sorte de tombeau privé, en achetant une chapelle à côté à la sortie de Martel dans le Lot. Voilà, et cette chapelle que j'ai eu la chance de visiter 3 fois en visite privée va être bientôt, elle a été reprise enfin par la communauté de communes, elle sera bientôt ouverte au public. C'est une des choses les plus émouvantes que j'ai vues de ma vie. Comme récemment, je crois, vous êtes allé. Alors non, je ne suis pas encore allé à cette. Non, mais par contre, vous avez eu des échanges avec Gilles Jallet, qui a beaucoup fait pour la préservation de cette chapelle. Moi, j'avais découvert un peu par hasard les œuvres de Miklos Bokor dans une galerie il y a très longtemps, mais comme j'avais découvert il y a beaucoup plus longtemps les œuvres de Zoran Muzic complètement par hasard à la FIAC, donc à l'ancien Art Paris. Donc c'est vous dire que tout peut se produire même dans une foire d'art contemporain, parce que c'est le début de la recherche. Oui, le point commun entre l'œuvre de Miklos Bokor et d'un point de vue référentiel et de Zoran Muzic, il est double. C'est l'expérience concentrationnaire, effectivement, génocidaire dans le cas de Miklos Bokor qui était juif, Muzic ne l'était pas. Et l'autre point commun, c'est Goya, c'est-à-dire l'absolue fascination pour Goya. Mais comme disait Muzic, moi j'ai compris Goya, pas quand je l'ai vu en voyage d'études en 1935 au Prado, mais à Dachau. C'est-à-dire c'est à ce moment-là que j'ai compris Goya. Ce phénomène-là, par parenthèse, c'est un phénomène qui intéresse éminemment les historiens d'art, mais qui est très problématique parce que c'est ce qu'on appelle une rétroprojection ou un anachronisme. Vous voyez, mais nous, on est obligés d'accorder énormément d'attention à ce type d'anachronisme-là. C'est-à-dire comment ça se fait que tout d'un coup, on a l'impression que Goya ou Bosch parlent de notre époque alors qu'ils ne parlent pas de notre époque. Oui, mais en même temps, on peut supposer que Bosch ou Goya ne s'adressaient pas qu'à ses contemporains. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils avaient un pouvoir visionnaire sur ce qu'allait devenir le monde. C'est pas ce mysticisme-là dont je parle. Mais il y a chez Bokor une fascination, par exemple, pour le chien enfoui. Donc la fresque centrale des Pinturas Negras de Goya au Prado. Les peintures noires avec ce chien enfoui, qu'on retrouve dans les œuvres de Bokor. Chez Zoran Muzic, il y a un autre processus d'élaboration, c'est-à-dire il y a une forme alors là j'en ai pas montré d'exemple, mais il y a une forme de devenir paysage de ces figures. C'est-à-dire que si je donne l'exemple, je vous montre peut-être un dessin qu'il a réalisé en déportation et une peinture qui vient d'être donnée au Musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris. Voilà. Non, je passais. Voilà. Ça, c'est un dessin qu'il réalise à Dachau en 1945. Donc, il a accès, vous voyez, à des cadavres. Des cadavres qui sont décontextualisés, c'est-à-dire on n'a pas de baraquement, on n'a pas de... Vous voyez, de fil de fer barbelé, donc on n'a pas d'éléments reconnaissables de l'univers concentrationnaire. Par contre, on a un alignement de cadavres comme ceci, et on a les 3 instances, donc c'est pas très visible, mais Deiktik, moi, Zoran Muzic, j'étais à Dachau en 1945, donc on a un témoin qui témoigne avec ses moyens, c'est quelqu'un qui était formé comme peintre, de
de ce qu'il a vu. Et donc il pourrait dire comme Goya, io l'ho visto, je l'ai vu, ça je l'ai vu, je peux en témoigner. Et puis donc, ces dessins disparaissent dans une boîte ou disparaissent tout simplement. Et donc, à partir des années, fin des années 60-70, il réalise Nous ne sommes pas les derniers, qui est une référence en fait à un co-déporté communiste qui lui avait dit mais maintenant qu'on est libéré, tu vas voir, on est les derniers à subir les camps. Et ce qui va déclencher chez Music la prise de conscience que ben non, c'était pas les derniers, c'est multiple en fait, c'est à la fois la guerre du Vietnam, les internements massifs en camp des Algériens pendant la guerre d'Algérie et les révélations sur le goulag. Donc il dit bah non, on n'était pas les derniers, donc il se remet à faire cette série-là. Mais ce qui est très frappant, c'est que Music, qui est né en Slovénie actuelle, réalise à la même période et avant aussi des paysages des Dalmates, des paysages des Dolomites, qui sont particulièrement secs et cassés. Et donc j'aurais dû en montrer un exemple, mais les paysages de Music sont très très proches des cadavres de Music. Et ce qui est assez passionnant, c'est qu'il y a des journalistes, des critiques d'art, qui dans les années 60, qui ne savent pas que Music a été déporté, il n'est qu'un peintre de paysage, il n'y a pas un cadavre, disent là il y a quelque chose, comme Sartre, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce paysage. Ils disent pas quoi, hein. Et ça c'est très important peut-être de ne pas dire quoi, mais ils sentent qu'il y a quelque chose du paysage qui a été historié au sens investi par l'histoire. Bientôt laisser la parole à la salle. On va peut-être finir cet entretien sur la première partie du troisième volume. Et donc, Miklos Bokor est un des artistes, probablement le seul qui ait vécu les camps et qui est cité et qui est montré dont des peintures sont montrées à la fin à la fin du livre. Donc il y a un certain nombre d'artistes conviés pour la première partie, parce que les deux autres sont, si j'ose dire, sans illustration, bien que pas sans référence. Et donc vous donnez à voir William Kentridge, justement, qu'on a déjà vu tout à l'heure, Luc Boltanski, Marc René, et alors j'aimerais bien qu'on s'arrête sur Anselm Kiefer, parce que bon, c'est pas simple, et on en a parlé hier au téléphone assez longuement. Il y a des ambiguïtés, une sorte de germanisme, de retour à une peinture germanique héritée du 19e que vous trouvez un peu embarrassante. Oui. Quand on en a parlé, moi-même je vous ai dit que j'avais été un peu à la fois renversé formidablement par l'exposition de Bilbao, mais que le film de Wenders m'avait, d'une certaine façon, assez épouvanté par son hyper-wagnérisme. Et voilà, donc peut-être on peut vous entendre justement sur Kiefer, ça ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais il faut savoir... J'espère qu'il n'y a pas trop de Kieferiens. Il faut savoir marquer des fois la salle. Voilà, et peut-être aussi de Richter, puisqu'il y a quelque chose aussi de différemment, mais effectivement, on parle de deux artistes allemands contemporains qui sont des stars internationales de l'art contemporain, mais plutôt c'est pas non plus Jeff Koons ou Murakami, c'est-à-dire plutôt sur des artistes qui font appel à des référents historiques ou mémoriels très importants, que ce soit pour Richter, qui est né en 1936, ou pour Kiefer, qui est né en 1944, donc dans l'immédiate après-guerre, qui se détestent cordialement l'un l'autre par ailleurs, parce qu'ils supportent pas du tout c'est Richter qui est le plus méchant, qui dit que Kiefer c'est du politique kitsch, mais je suis pas complètement en désaccord avec Richter, même si j'ai des réserves sur Richter. Pour aller très très vite, pour stigmatiser un peu les deux, mais on peut en discuter après, ce qui m'inquiète un peu, c'est effectivement le wagnérisme de Kiefer, avec tout le côté annexatoire que ça comporte, et le friedrichisme, si j'ose dire, de Richter, c'est-à-dire sa fascination pour Caspar David Friedrich, et parce que l'un et l'autre, quelque part, sont persuadés qu'on pourrait continuer à peindre comme avant, c'est-à-dire continuer à peindre comme Friedrich. Richter le revendique, il a fait une expo Richter-Friedrich, histoire de mettre les choses au point, mais, et c'est là que ça devient intéressant, ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas peindre comme avant. Parce que, justement, il y a eu des événements qui ont transformé. Mais le problème, c'est que quand on lit attentivement Richter, il parle évidemment d'Auschwitz,
Mais l'événement qui fait qu'on ne peut plus peindre comme Friedrich, c'est pas Auschwitz, c'est la photographie. C'est 1839. Maintenant, on ne peut plus peindre que d'après photographie. Et toute la peinture de Richter est d'après photographie. Donc, il y a quand même là une ambiguïté. Quel est l'événement de rupture? Est-ce qu'il est historique ou est-ce qu'il est technique? C'est pas tout à fait, vous comprenez, les mêmes implications. Quant à Kiefer, ce qui comment dire, l'élément, la mémoire qu'il travaille, c'est la mémoire de l'Allemagne. C'est pas la mémoire de la Shoah. L'événement dont il ne se remet toujours pas, c'est la victoire d'Arminius contre les légions romaines en 70 après Jésus-Christ à Teutobourg, qui est l'élément fondateur. C'est pour ça qu'il y a des arbres. C'est la forêt comme le lieu fondateur, la figure du guerrier teuton comme fondatrice. Et donc, dans les deux cas, vous voyez, tout à l'heure, je faisais part d'un anachronisme quasi total qui serait de dire Arnaud Breker jette un voile de suspicion sur Michel-Ange. Il ne me semble pas qu'on puisse considérer que Michel-Ange a contribué significativement à constituer un surhomme au sens arien, raciste du terme. Oui. Par contre, Caspar David Friedrich a contribué à développer une certaine vision de l'esthétique romantique allemande qui était associée à une forme de nationalisme, et donc ne pas du tout voir le problème chez Friedrich me paraît être aussi grave pour un Allemand que pour nous, par exemple, ne pas du tout voir, là je vais me faire d'autres amis, le problème chez Jacques-Louis David. C'est-à-dire ne pas voir que notre façon de nous représenter en tant que monarchie républicaine, les images en ont été fournies par le corpus davidien, ne pas voir que le nationalisme allemand, les images en ont été fournies par le corpus friedrichien. Là, c'est une forme d'aveuglement qui, pour le cas allemand en tout cas, après Auschwitz, peut devenir coupable et être considéré comme tel. Il y a un vrai problème, je donne juste un exemple, dans le rapport aux ruines, par exemple, de Kiefer. Voilà, une des œuvres que je commande, c'est le Athanor. Donc c'est cette œuvre-là. Kiefer, qui manipule le plomb, se réfère énormément à l'alchimie. Athanor, c'est le nom du four des alchimistes qui transforment le plomb en or, ce qui n'est pas la référence la plus légère non plus pour une peinture. Le problème, c'est que nous, nous en tant que Français, quand on voit cette œuvre-là, on voit un édifice classique ruiné. Simplement, les Allemands n'ont pas trop de mal à reconnaître le Ehrentempel, c'est-à-dire le temple d'honneur que les nazis avaient construit en hommage aux martyrs de la cause nazie et qui a été évidemment dynamité par les Américains ensuite. Donc, les ruines de Kiefer, je ne sais pas exactement d'où elles viennent. Et vous mentionniez tout à l'heure Victor Klemperer, donc ce romaniste allemand juif qui, parce que marié à une non-juive, a réussi à survivre, mais vraiment survivre, à Dresde. Il contemple sa chère ville de Dresde, complètement détruite après la guerre, et il dit la phrase suivante: « Non, nos ruines d'aujourd'hui n'incitent pas à une douce mélancolie. » En fait, c'est une phrase de Diderot. Les ruines incitent à une douce mélancolie. Sous-entendu, les ruines du XVIIIe, elles n'ont rien à voir avec les ruines du XXe. Et les confondre, comme peuvent le faire certains artistes, dont Kiefer ou Richter, mais évidemment d'autres, c'est ne pas tenir compte d'Auschwitz. Ou des écrits de Sebald, peut-être. Ou des écrits de Sebald, et c'est encore pire quand on annexe ceux de Celan à sa propre peinture. Oui. On le convie pas, on le convoque. On le convoque, et puis c'est un vrai problème quand on sait que la poésie de Celan est fondée notamment sur l'idée de ne pas produire d'images, de mettre en image Celan. Il y a quelque chose de problématique et qui se noue à des éléments éthiques ou historiques qui sont encore plus problématiques eux-mêmes. Bon, je précise quand même que votre livre n'est pas fait comme ça de... Non, il y a des parties énervées, mais pas... Enfin, bon, oui. Voilà, on aura terminé cette conversation. Là. Merci beaucoup, Nous Christian. vous écouterons. Voilà, il y a Maxime va faire circuler le micro. Ah bon. Oh là. On va vous donner un micro tout de suite. Oui, je suis un peu étonné là, quand vous parlez d'Auschwitz, que vous le définissiez comme un événement.
Parce que bon, moi je suis pas historien comme vous, donc je connais pas fidèlement la signification du mot événement, mais pour moi c'est quelque chose qui peut survenir ou pas dans l'histoire, qui peut arriver ou pas, ça dépend des aléas de l'histoire. Tandis que Auschwitz, ça fait partie d'une programmation, ça fait partie d'une idéologie politique nazie qui a voulu la destruction de la race juive. On a même parlé d'industrie de la mort, donc c'est quelque chose de très programmé qui ne, pour moi, ne fait pas partie d'un événement. C'est au contraire l'inverse, quoi. Un événement, c'est quelque chose qui peut arriver ou pas, mais là, Auschwitz, c'est quand même quelque chose qui a été prévu de longue date, puisque, bon, en résumé, les Allemands s'étaient réunis, enfin les autorités allemandes, les responsables en 1943, pour décider du sort des Juifs en Europe, et c'est là qu'ils ont adopté cette notion qui a été reprise de solution finale. Oui, merci beaucoup. Alors, je vous vois pas, mais merci. Je vous ai entendu. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, il faut prendre le sens du mot événement comme un moment qui crée ce qu'on appelle une rupture d'intelligibilité, c'est-à-dire, pour le dire beaucoup plus clairement avec Hannah Arendt, il y a un abîme qui s'est ouvert quand on a appris l'existence d'Auschwitz. Donc c'est pas le comment dire. Je prends pas Auschwitz, c'est pour ça aussi que je parle pas de solution finale. Par exemple, la solution finale n'est pas un événement, comment dire, localisé. C'est le résultat d'un processus, mais ça n'empêche pas que ça prend un caractère événementiel à partir du moment où la prise de conscience de l'existence de ce fait-là, qui n'est pas par conséquent un simple fait, qui n'est pas non plus, comme vous le dites, un hasard, qui n'est pas de l'aléatoire, qui n'est pas un fait divers a fortiori, mais prend une valeur événementielle. C'est-à-dire qu'un événement rompt quelque chose qui fait qu'on ne peut plus penser comme avant cet événement. C'est ce que dit Barthes à un moment à propos de Bernard Réquichot, à propos de l'artiste. Il dit « Être moderne, c'est savoir ce qu'il n'est plus possible de faire ». Et donc, Auschwitz fait partie de ces cadres ou de ces références de la modernité qui font, à mon sens, à mon sens, quand même pas tout seul, qui considèrent que après Auschwitz, il n'est plus possible de faire comme avant Auschwitz, ni de la politique, ni, pour être adornien, évidemment, de l'art. Et c'est ça le caractère événementiel. Par ailleurs, pour revenir à Arendt, pour Arendt, par exemple, Auschwitz est évidemment le résultat d'un long processus qu'elle a analysé dans les origines du totalitarisme, un processus qui est amorcé de longue date et pour lequel, par exemple, l'affaire Dreyfus constitue un jalon historique extrêmement important, mais, comme elle le précise, on ne peut pas déduire de l'affaire Dreyfus mécaniquement Auschwitz. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que la part d'imprévisible que vous mentionniez, elle est néanmoins inscrite dans le caractère événementiel d'un événement. C'est-à-dire que oui, l'antisémitisme est la cause d'Auschwitz. L'antijudaïsme qui l'a précédé, je parle au sens d'Arendt, est la cause de l'antisémitisme et donc la cause d'Auschwitz. Mais Auschwitz ne pouvait pas se déduire de ces causes. Oui, je veux savoir dans quel cadre vous avez fait ce travail. C'est universitaire, oui. C'était une commande? Oui, parce que... Ah, une commande, non? Non, mais je sais pas. Non, oui. C'est dans le travail, il faut quand même manger, je dirais, concrètement. Donc c'était Ah oui, oui. Oui. Non, à l'origine, c'est un travail de mémoire de master et ensuite de thèse de doctorat et qui devient encore longtemps après des livres, puisque évidemment la thèse était en un seul volume, si vous voulez. Mais moi, j'ai soutenu ma thèse sur ce sujet-là il y a 10 ans, en 2015. Et donc après, il y a eu, sur les années qui ont suivi, fallait manger. Donc, comme dit la Boétie, j'ai travaillé pour la cuisine, quoi. Et puis, il y a eu aussi tout le travail de réécriture. Et puis, il y a eu aussi un travail il y a eu un temps, qui n'était pas désagréable, c'était de sortir de ce sujet après la thèse. Je sais pas quand on s'est rencontrés, mais c'est un peu plus tard. Et c'est surtout que moi, j'avais le projet je souhaitais que ça devienne ce que je souhaitais. Je voulais que ce soit en 3 volumes.
Donc, faut quand même trouver un éditeur qui a envie de se lancer là-dedans, quoi. Donc, voilà, je pensais que je suis évidemment continue à être convaincu, a fortiori quand je le vois, c'est-à-dire il y a vraiment le rêve qui se réalise, que ça a du sens qu'il y ait trois volumes séparés avec leur propre iconographie et leur propre appareil, et qu'évidemment il faille les lire dans la continuité. C'est pour ça que les chapitres que Christian a si aimablement retracés sont continus de 1 à 10 dans les 3 volumes, mais c'est néanmoins 3. Est-ce que vous avez des choses à... Oui. Moi, j'avais gardé juste en réserve la question liée à Deleuze, Ouais. et justement, qui est un peu liée à l'événement, Ouais. à ce terme d'événement et à ce terme d'abîme. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots? Peut-être, je peux en dire très rapidement un mot. Évidemment, beaucoup de penseurs comme Deleuze, et Deleuze au premier chef, m'ont beaucoup aidé à penser ce travail-là. Deleuze, Jean-Luc Nancy, Jean-Christophe Bailly, Philippe Lacoue-Labarthe, enfin, voilà, ce corpus-là, même si, évidemment, d'abord, il y a Adorno, et donc il y a une grosse partie sur Théodore Adorno, mais ce qui m'a frappé, c'est à quel point des gens comme Deleuze pouvaient me permettre de penser Auschwitz, par exemple son livre sur Bacon, comment penser, voilà, sauf que contrairement à Adorno, il ne dit pas Auschwitz, Deleuze. Et par exemple, dans les cours de peinture que vous mentionniez, les cours de peinture qui ont été publiés l'année dernière, les cours, sur la peinture, Deleuze n'a pas donné des cours de peinture, les cours sur la peinture de Deleuze, Deleuze fait tout un développement absolument magnifique sur l'abîme. C'est une peinture qui ne prend pas en compte son propre abîme, n'est pas une peinture valable. Enfin, et donc il y a tout un discours sur la catastrophe, mais ça reste interne. C'est-à-dire, ça reste interne à la peinture. Voilà. Et ça, en fait, on l'a très souvent chez Deleuze, très souvent chez d'autres penseurs. Je pense à Jean-Louis Schaeffer, par exemple. Enfin, voilà, ces penseurs-là, ils ne disent pas le mot. Et je crois que c'est très, très frappant. Et c'est frappant aussi, puisqu'on le citait tout à l'heure, dans l'évolution de quelqu'un comme Georges Didier Huberman. Son premier livre à Georges Didier Huberman, qui paraît en 83, ça s'intitule Mémorandum de la peste. Et ça, c'est une commande pour le Festival d'Avignon d'une mise en scène des dernières nouvelles de la peste de Bernard Chartreux, mis en scène par Jean-Pierre Vincent. Et on demande à un jeune historien d'art de rassembler du matériau sur la peste. Et Didier Huberman développe l'idée que le peste est un mot qui cache un autre mot. Qu'on dit peste pour une autre catastrophe qu'on ne nomme pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on imagine aujourd'hui, Didier Huberman ne prononce vraiment le mot Auschwitz que beaucoup plus tard, qu'à la fin des années 90. Avant, c'est pas qu'il s'y intéresse pas, hein, mais avant, il ne mentionne pas ce mot-là. C'est à partir d'Images malgré tout, de tous les livres postérieurs, que là, ça devient un enjeu énorme. Et bien sûr, Didier Huberman a été il était dans mon jury de thèse, ça a été un pilier pour penser cela, mais je crois que c'est très significatif qu'on ose penser la peinture moderne, la grande peinture, sous cet angle-là que relativement récemment. Et pour être très concret, quand j'ai commencé à travailler dessus à la fin des années 2000, des artistes me disaient que je me trompais complètement, que leur art n'avait absolument rien à voir avec Auschwitz. Aujourd'hui, j'ai plutôt des sollicitations d'artistes dont l'art n'a rien à voir avec Auschwitz, qui viennent me voir en disant si, ça a à voir avec Auschwitz, regardez. Vous voyez, donc ça c'est un peu modifier ce rapport-là à la vie. Mais peut-être on va dire une question bis, et peut-être nous arrêterons là-dessus, mais je repense à Shoah de Lanzmann. Est-ce que finalement c'est en quelque sorte l'abîme qui a permis l'ouverture à tout cela, et y compris à l'appréhension que Georges Didier Huberman a eu à l'égard notamment des images, puisqu'il y a eu cette querelle avec Lanzmann. Est-ce que c'est pas le film de Lanzmann qui a ouvert quelque chose pour tout le monde, pour les artistes comme pour ceux qui les commentent? Si, et dans tous les cas, le médium cinématographique a un impact qui est un impact au sens massif qui est bien supérieur à celui de n'importe quelle exposition, de n'importe quelle mise en scène, de n'importe quelle... voilà, il y a vraiment cet impact-là, et qui a rapidement posé la question des images. Les premiers écrits de Georges Didier Huberman sur Shoah sont extrêmement laudateurs. Enfin, il dit que c'est vraiment un très très grand moment, et il y revient. La difficulté, c'est de
Ensuite, c'est sur autre chose. Voilà, c'est ensuite de placer la question sur représentable ou pas représentable. C'est un peu ce que dit cette question. En fait, je suis assez fasciné par comment des questions peuvent perdurer alors que des réponses ont déjà été apportées. C'est Delbo qui, à un moment, dit qu'on ne peut pas écrire, que c'est indescriptible, qu'on ne pourrait pas écrire. On est écrivain, trouvez des mots. Trouvez des mots, débrouillez-vous. Mais, et bien sûr qu'on peut tout à fait admettre qu'il y a de l'inimaginable. Enfin, ce serait absurde de ne pas l'admettre. Par contre, il ne peut pas peser d'interdit sur les artistes. Et les artistes, s'ils disent j'ai pas les mots ou je trouve pas les formes, bah, trouvez-les. C'est la leçon de Delbo aussi. Mais c'est pour ça que, par exemple, cet enjeu-là ne figure que de manière citée dans les livres, c'est-à-dire je place pas la question sur le savoir si c'est représentable ou pas, ça a été représenté. Ce qui m'intéresse, c'est comment ça a été représenté. Voilà, Merci infiniment pour votre accueil. Merci beaucoup. L'ouvrage de Paul Bernard Nourreau, Une histoire de l'art après Auschwitz, est publié chez l'Atelier Contemporain. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 23 janvier 2026, réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.